Bonjour, chères autorités ici présentes. Bonjour également, chers élèves. Et comme M. Diaye vient de le dire, donc je vais essayer de prendre en charge le domaine numéro 1. Comme vous le savez, le domaine numéro 1 de philosophie en classe de terminale est intitulé la réflexion philosophique. Et quand on parle de réflexion philosophique, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que c'est la philosophie elle-même qui est en train de porter une réflexion sur elle-même. La philosophie, elle se pose, essaie maintenant de se poser des questions, et ces questions permettent de mieux comprendre ce qu'elle est. Raison pour laquelle, dans la réflexion philosophique, la philosophie tente de réfléchir sur ses origines, sur ce qu'elle est, ou, si ce n'est pas possible, voir ce qu'elle n'est pas, mais également elle réfléchit sur ce que l'on appelle donc sa valeur. D'où certains parlent de nature, mais également des spécificités de la philosophie, mais également de valeur. En commençant, il faut comprendre que la première question que l'on se pose, parce qu'il est évident quand on commence à étudier une discipline comme la philosophie, de partir de ses origines. Mais il ne faut jamais occulter le fait que la notion d'origine en philosophie revêt deux significations. Il y a d'abord ce que l'on appelle une origine qui peut renvoyer à la genèse de la philosophie, c'est-à-dire au commencement. Et cette première origine, elle est dite origine historique de la philosophie. Dans cette première origine, trois questions semblent être pertinentes. Quand est née la philosophie? Où est née la philosophie? Mais également, qui sont les premiers philosophes? À côté de cette origine historique, chronologique de l'activité philosophique, il y a une autre origine. C'est de cette origine que Jaspers disait, l'origine est défaillante du commencement. Le commencement historique, alors que l'origine, c'est la source d'où jaillit constamment l'impulsion à philosopher. Et cette origine, elle est dite causale, ou bien intellectuelle, ou bien l'origine logique de la philosophie. Et cette deuxième origine cherche à répondre à la pertinente question, qu'est-ce qui pousse l'homme à philosopher? Prenant en charge la première question, nous disons que par rapport à la terre natale de l'activité philosophique, il y a deux thèses qui se posent, mais tout en s'opposant. D'abord, il y a la thèse selon laquelle la philosophie est née en Occident, plus précisément en Asie mineure, dans les îles d'Ion, c'est-à-dire en Grèce, et plus exactement dans cette petite ville que l'on appelle la ville de Milet. Cette idée est appuyée par beaucoup de penseurs, mais à côté de cette idée, il y a certains qui soutiennent l'origine africaine de la philosophie. Les tenants de cette thèse de l'origine africaine de la philosophie, parmi eux on peut citer Amélino, pour qui par exemple, Socrate a du mérite, Platon également a du mérite, mais les prêtres égyptiens ont plus de mérite. Et si nous les rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne faisons qu'un acte de justice, mais également un acte de vertu. À la suite d'Amélino, le disciple de Cheikh Anta Théophile Obenga dira que l'Europe est assise sur un confort mensonger. Tout prouve que l'Europe a une dette envers donc l'Égypte, autrement dit envers également l'Afrique. Mais pour ne pas s'attarder sur cela, on a tendance à retenir cette phrase en disant tout simplement que la philosophie, même s'il est né en Afrique, elle a besoin donc d'émerger dans des conditions où par exemple la liberté de penser est autorisée. Or la liberté de penser n'est autorisée que là où il y a la démocratie. Raison pour laquelle certains, pour simplifier la tâche, diront que l'histoire elle-même retient que la philosophie est née au 6e siècle, avant JC, en Asie mineure, en Grèce, dans les îles d'Ion, plus précisément dans la ville de Milet, avec des penseurs à l'image de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène. Si nous y ajoutons Pythagore, Parménide, Héraclite et d'autres, nous obtenons ce qu'on appelle les présocratiques. Par présocratique, entendez tous les philosophes qui étaient là bien avant l'avènement de Socrate. Maintenant, la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que cette philosophie qui se manifeste peut-être à des formes si différentes? Raison pour laquelle, la première fois que l'élève se présente dans un cours de philosophie,
il s'attend à ce que son prof de philo lui donne d'emblée une définition exacte de la philosophie. Mais il va découvrir avec surprise que contrairement aux autres disciplines qui se laissent facilement clôturer dans un périmètre définitionnel, la philosophie, elle, n'admet pas de définition exacte. C'est pourquoi on dit souvent que la philosophie est de nature indéfinissable. Maintenant, chers élèves, dire de la philosophie qu'elle est indéfinissable, cela ne veut pas dire que la philosophie n'a pas de définition, elle en a plusieurs. Mais cela veut dire que de toutes les définitions de la philosophie, il n'en existe pas une qui peut être posée comme la définition exacte, universelle, mais également consensuelle de l'activité philosophique. Plusieurs raisons justifient cet état de fait, mais pour le moment, nous en retenons deux. D'abord, d'une part, si vous définissez le mot définir, vous vous rendez compte que la philosophie ne peut pas être définie. Parce que définir vient du latin définire, qui veut dire poser des limites, tracer des frontières, circonscrire, cerner, borner. Par conséquent, ne peut être défini que ce qui a des limites. Regardons si la philosophie a des limites ou non. Pour savoir si une forme de connaissance admet des limites ou pas, il faut regarder son objet. L'histoire, son objet, c'est de faire la dialectique ascendante, de partir dans l'intelligible, saisir donc les idées et de faire la dialectique inverse appelée dialectique descendante pour informer donc le sensible. Et ça passe par une mortification du corps, d'où pour Platon, philosopher c'est apprendre à mourir au corps. Et vous savez tous que qui par exemple fait mourir le corps, permet à l'âme donc de se libérer. Raison pour laquelle la philosophie donc nous déchaîne donc de ces chaînes-là qui nous maintiennent dans les illusions mais également dans la tromperie. Pour terminer avec ces essais définitionnels, terminons avec cette définition qui fait de la philosophie une réflexion critique. Qu'est-ce que d'abord la réflexion? La réflexion intervient dans ce que l'on appelle le processus cognitif, c'est-à-dire que le processus qui conduit à la connaissance. Et dans ce processus, il y a deux éléments qui interviennent. Il y a d'abord le sujet connaissance, c'est-à-dire l'individu qui désire connaître, et maintenant il y a l'objet à connaître. La réflexion n'est ni dans le sujet connaissant, ni dans l'objet à connaître, mais la réflexion c'est le mouvement de va et de vient qu'effectue la pensée entre elle et le réel pour juger ses opérations, évaluer ses actes. Autrement dit, la réflexion c'est le mouvement de la pensée qui sort d'elle-même, se projette dans le monde extérieur, il saisit un objet avant de se replier sur elle-même. Qu'en est-il maintenant de la critique? Le mot critique vient du latin crisis et renvoie à la faculté de discernement qui permet à l'esprit de ne pas confondre deux choses différentes. Et le tout réuni donne ce que l'on appelle la réflexion critique. Et quand on parle de réflexion critique en philosophie, retenez que la réflexion critique n'est rien d'autre qu'une démarche, qu'une attitude du philosophe, qui fait que le philosophe n'admet rien comme vrai, sans au préalable l'avoir fait passer au tribunal de la raison. Donc dans ce cas, la réflexion critique fait qu'en philosophie, on érige une entreprise de doute, de remise en question, de contestation, de désaccord, qui fait que le philosophe, avant qu'il n'accepte, ou bien même avant de juger, il jose d'abord, il vérifie, avant par exemple de donner son consentement. L'idée de réflexion critique peut être synonyme d'esprit critique, mais toutefois, chers élèves, ne confondez jamais esprit critique et esprit de critique. Parce qu'il y a une différence dans la mesure où le philosophe il est animé par un esprit critique, mais il n'est pas animé par un esprit donc de critique. Si nous avançons vite, vous devez comprendre maintenant que la réflexion critique fait que la philosophie se présente, comme je l'ai dit, une entreprise. Et que le philosophe, il est l'homme qui soupçonne, qui refuse catégoriquement d'être un passif consommateur de vérité et de croyances facilement admises et docilement acceptées sans la coopération ni le consentement de la raison. Pour me donner raison, allez lire Bertrand Russell qui dit que celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence comme un prisonnier de préjugés dérivés du sens commun, de croyances habituelles à son pays, à son époque, et de convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que dès qu'on commence à philosopher, on sort de l'état de minorité. Mais attention, la philosophie est une affaire de concept. Dire ici mineur, certains peuvent penser qu'être mineur, c'est ne pas avoir 18 ans. Mais quand on nous dit que dans Qu'est-ce que les Lumières, que être mineur, c'est être incapable de se servir de son propre entendement sans pour autant être dirigé donc par un autre. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour être philosophe, il faut avoir le courage. Quel courage? Il faut avoir le courage de penser par soi-même. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour être philosophe, il faut d'abord commencer par invalider toutes les philosophies qui nous ont précédés dans le but d'en proposer d'autres meilleures ou bien dans le but de les reconstruire. Ce qui fait qu'en philosophie,
nous avons ce que l'on appelle le parricide. Par parricide, le prof de français dira que parricide, c'est quelqu'un qui met fin à la vie donc, de son père. Mais en philosophie, le concept veut que l'idée de parricide soit définie comme l'attitude de l'élève qui, après avoir reçu l'enseignement du maître, décide de lui apporter la contradiction. Et nous en avons des exemples. L'exemple donc d'Aristote vis-à-vis de Platon, parce qu'après 20 ans d'enseignement passé auprès donc de son maître et ami, Aristote dit à Platon, amitié et vérité me sont toutes les deux chères, mais entre les deux, il est d'une exigence pour moi de préférer la vérité au-dessus de l'amitié. Pour dire simple, Platon dit mon ami, mais la vérité est mon meilleur ami. Raison pour laquelle dans le fameux tableau de Raphaël, Raphaël avait peint Aristote qui pointait le doigt au ciel pour dire que la vérité philosophique est ici-bas, et Platon pointait le doigt au ciel pour dire que la vérité philosophique est dans le monde intelligible. C'est également le mérite de Descartes d'avoir osé remettre en question la philosophie d'Aristote qui pendant 2000 ans, on peut dire, entre guillemets, est resté argument d'autorité. Et Descartes dira que nous ne serions jamais philosophes, eussions-nous lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote, si sur un problème donné, nous ne pouvons apporter une réponse solide et personnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en philosophie, aucun philosophe n'a le monopole de la philosophie. Tout philosophe vient s'opposer à son prédécesseur pour se poser. C'est ce que Henri Gautier dit qu'en philosophie, chaque philosophe aspire à devenir la philosophie, mais aucune philosophie n'a réussi à se poser comme la philosophie, car toute philosophie qui prétend à se poser comme la philosophie voit une autre philosophie qui va venir s'opposer à elle pour prétendre se poser comme la philosophie avant de subir le même sort. Après ces essais définitionnels, la philosophie entretient des relations avec les autres formes de savoir. Notamment, on peut en prendre deux pour aller vite, donc la religion, mais également la science. Et quand on parle de religion, il faut comprendre d'abord que la religion, elle s'est longtemps posée comme autorité absolue, aussi bien en matière de vérité qu'en matière d'action. Les vérités de la religion étaient considérées comme des dogmes. Et comme telles, elles sont dogmatiques. Elles n'acceptent pas la remise en question et la contestation. Mais au 6e siècle avant Jésus, va venir au monde une nouvelle forme de pensée, la philosophie, qui affiche la claire volonté de traduire toute idée au tribunal de la raison critique. Raison pour laquelle la philosophie va vouloir pousser la religion à subir l'épreuve de la critique questionnante, c'est à rendre compte de ses vérités. La religion va refuser de se prêter donc à cette critique, raison pour laquelle donc une opposition va voir le jour entre ces deux formes de savoir. Maintenant, pour comprendre cette opposition, il faut d'abord partir de la ligne de démarcation. On peut s'appuyer sur 3 points pour établir la différence entre philosophie et religion. D'abord du point de vue définition, ensuite du point de vue outil, mais également du point de vue rapport entre maître et disciple. Du point de vue définition, la philosophie, même si elle n'a pas une définition exacte, on peut la considérer comme une activité de remise en question, une activité de réflexion critique libre et personnelle. Ce qui fait que la religion n'est pas la philosophie, parce que la religion, selon Frédéric Rognon, est un ensemble de croyances et de pratiques qui, dans le respect et la vénération, relie les hommes entre eux et à une instance non sensible qui donne sens à l'existence subjective. Du point de vue outil également, vous voyez que les philosophes sont des aventuriers de la raison. Des paroles rationnelles, comme dit Roger Paul Droit, les rassemblent et aussitôt les séparent. Douter, critiquer, soupçonner, établir, donc voilà en quelque sorte la tâche du philosophe. Raison pour laquelle donc le fondement, la base donc de la philosophie, c'est le principe de la raison. La philosophie s'appuie sur la raison. Or en religion, d'habitude donc on fait appel donc au cœur. Pourquoi? Parce que les vérités religieuses sont des vérités donc de cœur. C'est pourquoi Pascal dira que Dieu sensible au cœur et non à la raison, voilà ce qu'est la foi. Mais également du point de vue rapport entre maître et disciple, parce que en religion, l'élève doit à son maître, le disciple doit à son maître respect, parfois même obéissance. Or en philosophie, vous n'êtes pas sans savoir, comme le dit Nietzsche, c'est de mal payer son maître que de rester éternellement donc son élève. Également, les religieux vont s'attaquer donc à la philosophie, notamment par l'entremise des philosophes religieux. Parce que la religion va dire que la philosophie doit faire preuve de modestie, parce qu'elle doit reconnaître que la raison qui procède par questionnement et par démonstration ne peut pas tout comprendre. La raison ne peut pas tout expliquer. Pourquoi? Parce que la raison n'est pas en mesure d'expliquer la plénitude, mais également la totalité du réel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la raison philosophique doit être modeste. C'est-à-dire qu'elle doit savoir qu'il existe des domaines qui ne relèvent pas de ses prérogatives. C'est pourquoi Blaise Pascal dira que la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Elle n'est que faible,
nulle si elle ne va pas jusqu'à reconnaître cela. Si ce sont les choses sensibles qui la dépassent, que dira-t-on des choses intelligibles? À la suite de Pascal également, vous pouvez citer d'autres penseurs si vous voulez, qui vont condamner donc la raison philosophique à faire preuve de modestie et à reconnaître que le domaine religieux ne l'appartient pas et à limiter seulement ses investigations dans des domaines où la raison elle est compétente. À côté de cela également, les philosophes aussi, notamment par l'entremise des philosophes athées, vont adresser aussi des critiques acerbes à l'endroit de la religion. Certains vont s'attaquer donc au dogme fondamental de la religion, à savoir Dieu. D'autres également vont s'attaquer au fait que la religion donc est utilisée aujourd'hui comme alibi pour pouvoir donc justifier par exemple certains mots. Parmi eux, vous pouvez parler donc de Karl Marx, vous pouvez parler également de Nietzsche, de Feuerbach, également d'autres penseurs. Maintenant, au-delà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà de cette discorde, la concorde est possible. Pourquoi? Parce qu'entre philosophie et religion, la ligne de démarcation n'est pas assez grande. Parfois même on dit que la philosophie est plus proche même de la religion qu'elle refuse d'être, que de la science qu'elle prétend être. Pourquoi? Parce que les deux en réalité visent à peu près les mêmes finalités. L'atteinte donc de l'ataraxie, les deux également essayent d'investir le domaine de l'au-delà avec une branche de la philosophie qu'on appelle également la métaphysique, à telle enseigne que Hegel a raison de dire que la philosophie pense et conceptualise ce que la religion représente. Parce que la religion, elle parle de façon imagée, alors que la religion, elle parle par utilisation donc des concepts. Et dans ce cas, même si vous regardez certaines doctrines philosophiques comme le platonisme, vous voyez une ressemblance entre les propos de Platon, c'est-à-dire que la philosophie platonicienne, et le christianisme, à telle enseigne que Michael de Ficin aurait raison de dire qu'en changeant peu de choses, les platoniciens seraient chrétiens. Au-delà de cette relation entre philosophie également et religion, on peut parler d'une relation entre philosophie et science. Il faut comprendre qu'au début, la philosophie, comme on l'a dit tout à l'heure, était la mère de toutes les sciences. Les sciences étaient des composantes de la philosophie. Mais ce qui s'est passé, c'est que les sciences vont couper le cordon ombilical qui les lie à la philosophie. Autrement dit, les sciences vont naître. Déjà au 1er siècle de notre ère, Ptolémée, avec la conception ptolémaïque, libère l'astronomie de la domination de la philosophie. Au XVIIe siècle, la physique est libérée grâce à des penseurs comme Newton, mais également comme Galilée, comme Kepler. Mais également au XVIIIe siècle, Lavoisier libère la chimie. Au XIXe siècle, Claude Bernard, avec sa fameuse découverte de la fonction glycosimique du foie, libère également la biologie. Au XXe siècle, Auguste Comte enclenche le processus de libération des sciences humaines, notamment la sociologie. Les sciences maintenant, s'étant libérées de la philosophie, vont connaître un essor, un progrès fulgurant. C'est ce progrès rapide des sciences que les historiens appellent l'ère des découvertes scientifiques et techniques. Les découvertes que la science a permis sur le réel, mais également les espoirs que la science continue de susciter, ont fini de permettre au couple technosciences de gagner l'affection de l'être adamique, l'affection de l'homme. Et les gens vont se dire que dans un monde dominé par la technoscience, la philosophie n'a plus sa raison d'être. Et là, ça vous intéresse quand on parle d'enjeu, parce que certains disent que la philosophie est des spéculations théoriques, c'est un vain bavardage, la philosophie est déconnectée de la réalité. Et donne souvent l'exemple de Thalès de Milet, qui, à force d'observer le ciel étoilé, a failli se retrouver dans un puits. Ou de Calliclès, qui disait à Socrate, oh Socrate, exerce-toi à la belle musique des actes, qui est là à rêver, alors que les hommes sérieux d'Athènes cherchent des solutions sérieuses aux problèmes sérieux d'Athènes. Mais ces critiques, c'était avant la science. Quand maintenant la science est venue, ces critiques ont atteint leur paroxysme. Parce que maintenant, les gens vont se dire qu'avec le couple technoscience, la philosophie a fait son deuil du savoir. Mieux encore, la philosophie doit prononcer son oraison finale. Parmi eux, nous pouvons citer Auguste Comte, qui, par exemple, nous dit que l'esprit humain, dans son processus de maturation, passe par 3 états successifs. L'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. Les 2 premiers états sont des passages et sont destinés à être dépassés au profit de l'état scientifique, seul capable de transformation positive de l'univers. Selon les penseurs du cercle de Vienne, Ernst Mach, Hans Reisenbach, Rudolf Carnap, qui se sont inspirés du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, ils disent que dans le monde, il y a 2 types de discours. Les discours doués de sens et les discours dénués de sens. Les discours qui n'ont pas de sens appartiennent à la philosophie et les discours qui ont un sens appartiennent à la science. Par conséquent, les discours philosophiques qui n'ont pas de sens doivent céder la place aux discours scientifiques, seuls capables d'une transformation possible de l'univers. Mais à eux, je leur dirai que même si la philosophie n'est pas capable de transformer le monde, elle est capable de transformer l'esprit de ceux qui transforment le monde. Et dans ce cas, elle peut être utile dans la mesure
elle peut rester là pour veiller aux graines, essayer toujours de moraliser la technoscience ou bien de moraliser l'homme dans le cadre de l'utilisation donc des découvertes scientifiques. Raison pour laquelle certains même ont tendance à dire à l'image de Louis Althusser que pour que la philosophie naisse et renaisse, il faut que les sciences soient. Pourquoi? Parce que la philosophie aujourd'hui, elle est longue portée des sciences, dans la mesure où la philosophie essaye d'investir ses réflexions donc dans le domaine scientifique pour essayer donc de veiller aux graines avant que science sans conscience ne devienne ruine de l'âme, pour reprendre les propos donc de Rabelais. Mais également, c'est trop dire que de penser que la science est une panacée. Par panacée, entendez panakeia qui veut dire remède universel. La science ne va pas répondre à toutes les questions. La science ne peut répondre qu'aux questions du comment des choses, c'est-à-dire que les questions du concatenatio omnium rerum, c'est-à-dire les questions d'ordre et d'enchaînement, mais également de succession des phénomènes dans la nature. Or, l'humanité n'est pas seulement intéressée par la question du comment des choses, l'humanité est intéressée par la question du pourquoi, les questions de sens, les questions de valeur, les questions de finalité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a après donc la mort? Seule la philosophie et la religion, à travers une des branches de la philosophie que l'on appelle la métaphysique, peut répondre donc à ces questions. Et quand on parle de métaphysique, retenez tout simplement que la métaphysique est une spécificité, c'est une réflexion propre à l'homme, à telle enseigne que Arthur Schopenhauer disait que l'homme est un animal métaphysique. Cette idée de Schopenhauer peut être comprise de deux manières. Ça peut être comprise d'une façon, d'une première manière en disant quoi? En disant tout simplement que de tous les animaux, l'homme est le seul qui se penche sur les questions d'ordre métaphysique. Mais également, ça peut être compris comme le fait que l'interrogation métaphysique est consubstantielle à notre existence. Autrement dit, l'homme ne peut pas se passer des questions métaphysiques. Qu'on le veuille ou pas, on va penser donc de façon métaphysique. Dans un premier temps, qu'est-ce que la métaphysique? Il faut comprendre que le mot métaphysique a été utilisé pour la première fois dans le système philosophique d'Aristote. Mais Aristote, de son vivant, il n'a jamais employé le mot. À la place de métaphysique, Aristote parlait de philosophie première. Il a fallu attendre, après la mort d'Aristote, plus précisément à l'an 70 après JC, pour qu'un libraire grec et de surcroît disciple d'Aristote, Andronikos de Rhodes, utilisa pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité le mot métaphysique. En effet, dans sa classification des traités d'Aristote, Rhodes se dit qu'Aristote a écrit des traités qui peuvent être rangés en deux catégories. Il y a certains traités qui portent sur des objets physiques, matériels, concrets, et ces traités, il les a regroupés dans un seul condensé, il l'a appelé physique. De l'autre côté également, les traités d'Aristote qui portent sur des objets abstraits, c'est-à-dire que des objets donc immatériels, il les a regroupés dans un seul condensé, qu'il a donné l'appellation donc de métaphysique. Raison pour laquelle, étymologiquement, le mot métaphysique est forgé à partir de deux vocables grecs, lesquels méta ou bien ta méta veut dire au-delà, ta méta veut dire l'au-delà, et physica qui renvoie à la physique. Raison pour laquelle, littéralement, métaphysique veut dire au-delà de la physique. Mais en philosophie, la métaphysique est une branche de la philosophie qui laisse de côté tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel pour s'intéresser à des objets que l'on ne rencontre ni dans le temps ni dans l'espace. D'où pour Emmanuel Kant, la métaphysique est cette science qui sort hors des bornes de l'entendement sensible, celle qui s'évade du réel pour ne s'intéresser à des objets qui ne figurent ni dans le temps ni dans l'espace. Et en philosophie, la question pertinente, c'est est-ce que la raison humaine a la possibilité de connaître ce qui est au-delà de ce qui est visible? Et par rapport à ça, les philosophes vont se diviser en deux catégories. Même si tous les philosophes sont rationalistes, ils ne sont pas rationalistes de la même manière. Il y a ceux qui sont des rationnels dogmatiques. Par rationnel dogmatique, entendez celui qui croit à la toute-puissance et à l'infaillibilité de la raison humaine. Par toute puissance, entendez que la raison humaine peut accéder à toutes les vérités. Par infaillibilité, entendez que la raison ne se trompe pas, elle ne fait pas d'erreur. C'est ce que dit Descartes. Descartes dit que si nous faisons des erreurs, ça n'est pas dû à la raison, mais ça est dû donc à une mauvaise utilisation de la raison. La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais de ce que seulement nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Et d'autres sont des rationalistes critiques. Quand on parle de rationalistes critiques, c'est ceux qui utilisent la raison, mais en admettant que la raison donc a des limites. Pour les rationalistes dogmatiques, comme par exemple Aristote, comme par exemple Platon, comme par exemple Descartes, comme par exemple Wolff Leibniz, ils considèrent que le monde métaphysique, c'est-à-dire que la métaphysique est une science, l'homme peut accéder avec exactitude donc aux données métaphysiques. Alors que pour les rationalistes critiques, notamment Emmanuel Kant, qui considère que la raison humaine, dans sa volonté par exemple d'accéder à la
vérité a besoin donc de s'appuyer sur ces deux lieutenants, sur ces deux supports que Kant appelle les intuitions plus sensibles, que sont le temps et l'espace. Or, le temps et l'espace, comme le dit Kant, ne figurent que dans le monde phénoménal, raison pour laquelle plonger dans le monde nouménal, c'est que le monde des idées, la raison privée de ces deux lieutenants se perd et produit des antinomies, c'est-à-dire des contradictions ou bien des illusions. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit science suprême ou bien qu'elle soit science illusion, en tout cas, l'homme ne peut pas se passer de l'interrogation métaphysique. En tout cas, que la métaphysique soit accessible à la raison ou pas, en tout cas, la métaphysique est toujours d'actualité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le besoin métaphysique est un besoin insatiable, c'est un besoin qu'on ne peut pas satisfaire. Pourquoi? Parce que tout le temps, le questionnement métaphysique est quelque chose de consubstantiel à notre existence. Vous-même, avant de faire la métaphysique, vous avez été métaphysicien bien avant la lettre, parce qu'à chaque fois vous posez des questions sur le sens de votre vie, sur le sens de votre existence, et à chaque fois que vous posez ces questions, vous êtes en train de faire donc de la métaphysique. D'où pour Arthur Schopenhauer, les pagodes, les mosquées, les églises, dans toute leur magnificence et à toute époque, témoignent de ce besoin toujours renouvelé de métaphysique chez l'homme. Merci beaucoup.